Bonjour à toutes et tous. Alors voilà, aujourd'hui je vais présenter les différentes manières, conceptions ou styles de raisonnement en psychiatrie. Au sens propre, il pourrait exister différents styles pour faire de la psychiatrie. On va voir en quel sens. Premièrement, il faut voir que eh bien, les styles, ça peut s'inscrire dans des points de vue. On a un style quand on a un certain point de vue sur une chose, avec une certaine manière de faire en fonction de ce point de vue. Et ce point de vue, on peut l'appeler une perspective. Et c'est utile de l'appeler une perspective parce qu'il existe tout un champ de la littérature qui s'appelle le perspectivisme, ou perspectivisme scientifique, qui dit juste que chacun, chaque acteur ou chaque communauté a un point de vue particulier sur le monde, sur la psychiatrie, ou par exemple sur l'objet de la psychiatrie, le trouble psychiatrique ou le patient. Et en fonction de ces points de vue, on va avoir différentes manières de faire, donc différents styles. Donc il y a différents styles qui sont relatifs aux intérêts des chercheurs, intérêts épistémiques, c'est-à-dire aux intérêts en fonction des connaissances qu'ils ont sur un objet, et des intérêts en fonction de leurs objectifs, et qui dépendent aussi du contexte. À une époque, on ne va pas avoir le même style ou les mêmes intérêts qu'à une autre époque ou dans un autre lieu. Et donc la première tendance, premier biais qu'on pourrait avoir est de se dire eh bien, si on a différents styles, si on a autant de points de vue que d'acteurs, on va tomber dans une forme de relativisme. Relativisme, ça veut dire que rien n'est vrai, tout est vrai, de toute façon, chacun peut dire la vérité. Et donc, une forme de scepticisme. Si chacun peut dire la vérité, est-ce qu'il y a vraiment une psychiatrie? Et donc, on pourrait retomber dans une forme notamment d'antipsychiatrie en niant que, il y a des pathologies psychiatriques. Et en même temps, ce que peut apporter le perspectivisme scientifique, c'est de dire que c'est pas parce qu'il y a plusieurs points de vue qu'il n'y a pas d'objet de la psychiatrie. Autrement dit, les dinosaures ont existé. Ça, c'est uniquement confirmé par le fait que, il y a eu à la fois des fossiles qui ont été découverts, à la fois des études historiques, à la fois l'étude au carbone 14. Donc il y a eu différents points de vue sur la connaissance des dinosaures, d'accord? C'est-à-dire que on a croisé les perspectives, ça a permis de renseigner sur les dinosaures, et en même temps, est-ce que s'il n'y avait pas eu ces points de vue, les dinosaures n'auraient pas existé? Il semble que non, hein, les dinosaures auraient bien existé malgré l'absence de ces points de vue. Donc tout ce que dit le perspectivisme scientifique, c'est de dire que les différents points de vue permettent une meilleure connaissance des dinosaures. Le perspectivisme scientifique ne dit pas qu'il n'y a pas eu de dinosaures s'il n'y a pas eu de point de vue. Voilà, donc il y a une forme de réalisme, c'est-à-dire on conçoit que la réalité qu'on connaît des dinosaures, c'est la réalité apportée par les différents points de vue, mais il n'y a pas d'engagement, on va dire, ontologique, c'est-à-dire de fait que c'est parce que ces points de vue existent qu'il y a eu des dinosaures. Et donc si on remplace le mot dinosaure par trouble psychiatrique, on comprend que il y a un certain attrait pour le croisement des perspectives, le croisement des points de vue, qui permet de mieux renseigner ce qu'est un trouble psychiatrique. Voilà, donc ces perspectivismes scientifiques s'intéressent aux circonstances, aux contingences, aux versions de la vérité. Donc il y a différents types de vérité en fonction de ces contextes et de ces circonstances. Ça diminuerait les injustices épistémiques. Donc la justice épistémique, c'est une justice qui est faite en fonction du croisement des connaissances et donc promet une meilleure définition d'un trouble psychiatrique. Alors, il peut être intéressant de concevoir que ces différents points de vue, différentes perspectives, peuvent être mis dans un cadre de travail philosophique commun qui s'appelle le pluralisme. Donc le pluralisme, c'est vraiment l'idée de créer un cadre de travail commun, une manière de raisonner en commun qui permet de structurer les points de vue, structurer les perspectives. On a deux principales manières de structurer les perspectives. Soit on veut être non intégratif, soit on veut être intégratif. Non intégratif, ça veut dire qu'on va tolérer que d'autres peuvent avoir d'autres perspectives. Et on va essayer de créer un cadre de travail commun, éventuellement de traduction, en tout cas de discussion, en tolérant que les points de vue d'autrui ne sont pas compatibles avec les nôtres. Donc par exemple, le clinicien ou le chercheur va utiliser un point de vue, une perspective en fonction de son intérêt, en fonction de son intérêt de recherche. Euh, il va avoir un ensemble de lois, par exemple les lois de la psychanalyse ou les lois de la neurobiologie, qui vont être plus ou moins organisées au sein d'une poche de lois, poche nomologique. Donc une poche de lois, il y a un ensemble de lois des neurosciences, un ensemble de lois de la psychanalyse, qui ne discutent pas nécessairement entre elles, et on va diviser le travail en fonction de ces différentes poches. Donc, pour répondre à une certaine question, dans un contexte donné, par un clinicien avec un bagage théorique donné, il va répondre, il va utiliser une poche de loi psychanalytique, et puis dans un autre contexte, éventuellement même le même clinicien, le même chercheur, ou à un autre moment, va utiliser une autre poche de loi. On a comme ça une forme de tolérance qui évite un impérialisme scientifique,
donc une forme de division du travail. Une autre approche du pluralisme est de dire qu'on va essayer d'être intégratif. Donc là, on va essayer de concevoir différentes lois ou différents niveaux d'explication en même temps. Donc on va essayer d'intégrer, alors là, c'est pas vraiment les lois de la psychanalyse à la neurobiologie, mais on va essayer d'intégrer, par exemple, différents niveaux. Eh bien, par exemple, on va dire que la dépression, c'est vrai que ça s'explique par la biologie, mais ça s'explique aussi par l'environnement. Et peut-être que ça s'explique mieux par l'environnement, le contexte, des facteurs de vie, plus ou moins la psychologie. Alors que les hallucinations acoustico-verbales d'un patient avec une schizophrénie, ça va mieux s'expliquer par la neurobiologie et vraiment moins par le contexte. Et donc on a différents niveaux d'explication en fonction de l'objet auquel on s'intéresse qui vont être plus ou moins pertinents. Et donc il y a une question de valeur, des intérêts du contexte, d'une variabilité en fonction des objets qui va se poser. Alors, bon, il semble quand même qu'en psychiatrie, aborder une approche plutôt tolérante peut être assez fructueux. Parce que finalement, cette tolérance, elle nous permet quand même d'accepter les différents points de vue, les différentes perspectives, et en même temps, elle évite de devoir faire des traductions entre biologie, psychanalyse, qui peuvent amener à des constructions et des systèmes assez complexes, allant de la neurophénoménologie à d'autres approches, par exemple neuropsychanalytiques. Alors, oui, euh, avoir plusieurs perspectives, avoir plusieurs points de vue, avoir plusieurs poches de loi, c'est intéressant, mais encore faut-il savoir combien on en a. Et tout l'intérêt de défendre un cadre de travail pluraliste est de structurer ça, de dire, bon, on n'a pas non plus un nombre indéfini de perspectives, et donc il y aurait une forme de pluralisme feuilleté appliqué à la psychiatrie. Et je vais décrire ce que c'est. Alors l'idée d'un pluralisme nommé feuilleté n'est pas si originale parce que les pluralismes ont des noms, par exemple, originaux comme ça. Un pluralisme saupoudré dans l'idée du pluralisme intégratif. On saupoudre certains niveaux d'explication, plutôt environnementaux ou plutôt biologiques, dans le cadre du pluralisme intégratif. Ou alors, comme je le citais précédemment, un pluralisme tacheté dans le cadre des poches de loi. Il y a des poches de loi comme des taches sur un léopard. Et l'idée est de dire qu'il y a soit des taches, soit un saupoudrage. Et là, c'est vraiment un feuilletage. Il y a un feuilletage de perspective. Et l'idée de ce pluralisme feuilleté est déjà de s'extraire de la notion de théorie de loi. Parce qu'en psychopathologie, c'est délicat de trouver en effet les lois de la psychanalyse ou les lois de la neurobiologie. On s'intéresse plutôt à des valeurs de vérité, des perspectives. Et en fait, chaque perspective a une valeur de vérité. Alors, pour comprendre ce que c'est une valeur de vérité, eh bien, si on essaie d'expliquer la religion par la valeur de vérité scientifique, on se trompe, on ne comprend rien à la religion. Donc là, il y a un certain mode d'existence de la religion, elle a une certaine vérité, de même que la poésie ou l'art a une certaine vérité, et c'est pas en utilisant la vérité, par exemple de la science, qu'on va comprendre la religion, la poésie ou l'art, et inversement. Et donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'en fonction bien des perspectives, des styles de raisonnement en science, eh bien, on va avoir différents types de vérités. Et chacune de ces perspectives ou chacun de ces styles va s'inscrire, va avoir une vérité en termes de méthodologie, de structure ontologique, de comment est fait l'objet, et une vérité au niveau social, sociologique. Et donc il y a des objets, des propositions, des explications qui s'auto-authentifient dans un style donné en fonction de perspectives données. Et donc on va avoir différentes scènes d'enquête selon Nicolas Jardine. C'est vraiment l'idée de dire que, eh bien, il y a une scène d'enquête, une certaine enquête recherchant la vérité dans un laboratoire de neurobiologie, puis une certaine enquête recherchant un autre type de vérité dans une communauté de psychanalystes. Et il y a différentes cultures scientifiques ou cliniques qui sont présentes sur le terrain, sur le paysage de la psychiatrie contemporaine. Et donc, oui, il y a un engagement à tolérer ces différentes valeurs de vérité, tout comme la science tolère que la religion coexiste dans le monde, et une forme d'interaction en même temps, puisqu'on peut croiser certaines de ces perspectives, et ces perspectives sont souvent croisées dans des colloques, des débats, des discussions, et c'est même ces débats et ces controverses qui font avancer chacune de ces valeurs de vérité. Alors, qu'est-ce que viennent faire les styles de raisonnement dans ces perspectives ? Chacun a ses perspectives, c'est vrai, mais en même temps, on pourrait dire que chacun a une perspective qui aurait une valeur de vérité. En fait, un ensemble de perspectives s'inscrit dans un style de raisonnement. Alors Crombie, un historien des sciences, avait décrit dans un volumineux ouvrage en 1994 6 styles de pensée. Donc ils sont sur le côté, un style mathématique, on a une certaine manière de faire de la science de manière mathématique, selon
un style de laboratoire, un style de la modélisation galiléen, un style taxinomique de la classification, des probabilités et des statistiques, un style historico-génétique, comme en psychanalyse, basé sur l'histoire de la discipline, et un style expérimental. Et en fait, ces 6 ou 7 styles, selon Hacking, eh bien, résument l'intégralité de la manière de faire de la science. Donc, autrement dit, on ne peut faire de la science qu'à travers ces 7 styles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas en exister d'autres, qui ne peuvent pas être nommés différemment, hein, ce sont des propositions, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que la science est conçue par un nombre de styles limité. Il n'y a pas un ensemble indéfini de manières de faire de la science, mais seulement 6, 7, ou on pourrait en rajouter quelques-uns, un nombre limité de styles. Ce qui est important, c'est de comprendre que dans chaque style, il y a non seulement un vocabulaire, des concepts, des méthodes qui sont spécifiques à ce style, mais il y a aussi un objet spécifique à ce style. Donc autrement dit, lorsque les statistiques sont apparues, il y a un peu moins de 2 siècles, eh bien ils ont créé un objet particulier. Par exemple, le test de Fisher ont permis de créer des courbes normales de la population. Et donc c'est à partir du moment où ce style est apparu en science qu'il y a eu vraiment un nouvel objet scientifique, un objet statistique. Et avant ça, il n'y avait pas cet objet-là. Et donc, autrement dit, il y a autant d'objets que de styles. Donc, si on voulait le dire autrement pour la psychiatrie, il y a au moins 6 objets de la psychiatrie, 6 ou 7 objets que manie la psychiatrie, et ces objets ne sont pas les mêmes. Ou pour le dire autrement, ce que désigne le psychanalyste est un objet, un patient on va dire, et ce que désigne le neurobiologiste est un autre objet, qui n'est pas nécessairement un patient, mais plus un ensemble de mécanismes ou de molécules. Et donc il y a certains objets qui sont différents, ontologiquement différents, avec bien sûr des concepts et un vocabulaire différents. Et donc chaque style, comme le disait Hacking, a des objets, des propositions, des explications et des lois, et s'auto-authentifie et assure sa propre stabilité. Donc c'est-à-dire que, eh bien, il va y avoir bien sûr éventuellement des changements de paradigme ou de programmes de recherche, d'épistémée, mais finalement chaque style va essayer de conforter ses propres lois, objets et propositions. Voilà, alors c'est vrai que la question des styles permet de réduire le nombre de perspectives, puisque il y a un nombre de perspectives restreint au sein de chaque style. Et donc, autrement dit, on aurait un nombre restreint de styles, et au sein de ces styles, on aurait un nombre restreint de perspectives, et finalement, ça permet d'éviter de concevoir qu'il y a une forme de relativisme, autant de perspectives que d'acteurs. Voilà, merci pour votre attention.